Notre projet débute le jour où nous sommes tombés sur un article de presse expliquant que le Pentagone essayait de développer un système de détection des battements cardiaques à distance pour pallier aux imperfections de la reconnaissance faciale. En effet, le battement cardiaque est une empreinte spécifique à chaque individu. La détection à distance de cette signature cardiaque peut avoir de multiples applications allant de la médecine à la sécurité nationale. Notre projet consiste à réaliser différents dispositifs permettant de détecter à distance un battement de faible amplitude, ce qui nous a conduit à réaliser un véritable simulateur de battement cardiaque. Dans cette partie, nous avons essayé de réaliser un simulateur de battement cardiaque. En effet, il n'est pas pratique de tester nos détecteurs systématiquement sur un camarade. Pour que nous puissions commencer à travailler rapidement sur nos détecteurs, nous avons réalisé un premier prototype de simulateur composé d'un haut-parleur alimenté par un signal en créneau de rapport cyclique variable. En effet, la durée d'un battement cardiaque est souvent différente de sa période. Pour pouvoir déplacer artificiellement le simulateur, nous l'avons équipé d'une vis de réglage que nous avons étalonnée. Sur cette vidéo, vous pouvez voir le haut-parleur, alimenté par un générateur basse fréquence, délivrant un signal créneau de 1 Hz, de rapport cyclique 40%. Une partie des élèves peut commencer à travailler sur la détection pendant que nous nous efforçons d'améliorer notre simulateur. Comme nous voulons simuler les mouvements engendrés par le battement cardiaque, nous placerons un smartphone sur le ventre d'un de nos camarades en position allongée et nous récupérons les données de l'accéléromètre du smartphone grâce à une application. Une fois le fichier de mesure récupéré sur un ordinateur, nous traçons l'accélération en fonction du temps. Nous avons vu en classe qu'en dérivant une position, nous obtenions une vitesse et qu'en dérivant une vitesse, nous obtenions l'accélération. L'opération inverse s'appelle l'intégration. Nous allons maintenant essayer d'intégrer 2 fois notre signal pour récupérer le mouvement engendré par les battements cardiaques. La méthode numérique d'intégration décrite dans le rapport ayant été abandonnée, nous allons décrire maintenant une méthode d'intégration analogique. Afin de pouvoir traiter électroniquement notre signal, il nous faut d'abord transformer notre fichier de données en signal électrique. Après quelques manipulations du fichier de données, nous les avons insérés dans un programme C++ que nous avons téléversé vers un microcontrôleur. Sur cette vidéo, vous pouvez voir les valeurs du port PWM toutes les 10 000 secondes. Cette durée correspond à la fréquence d'acquisition de l'application pour smartphone utilisée qui est de 100 Hz. Notons que le signal correspondant à l'accélération est numérisé sur 8 bits, c'est-à-dire entre des valeurs comprises entre 0 et 255. Il nous faut maintenant convertir notre signal électrique numérique en signal analogique. Pour une valeur donnée du port PWM, le signal électrique n'est pas constant. C'est un signal créneau de rapport cyclique donné. Sur ce document, nous pouvons voir comment sont codées les valeurs du port PWM. Plus la valeur se rapproche de 255, plus le port restera longtemps à l'état haut, ici 5 volts sur une période. Plus la valeur se rapproche de 0, plus le port restera longtemps à l'état bas, ici 0 volts sur une période. Il nous faut donc récupérer la valeur moyenne du signal sur une durée de 10 millisecondes, qui sera comprise entre 0 et 5 volts. Pour cela, nous utilisons un circuit RC dont le principe est le suivant. Lorsque l'interrupteur est fermé, le condensateur se charge. La tension aux bornes de celui-ci augmente jusqu'à 5 volts au bout de quelques fois la valeur du produit RC. Lorsque l'interrupteur est ouvert, le condensateur se décharge. La tension aux bornes de celui-ci diminue jusqu'à s'annuler au bout de quelques fois la valeur du produit RC. En alimentant un circuit RC avec une tension PWM constante, le signal va se stabiliser autour de sa valeur moyenne comme illustré sur ce graphe. Si le port PWM reste plus longtemps à l'état bas qu'à l'état haut, le condensateur aura plus de temps pour se décharger que pour se charger. La valeur moyenne sera faible. Si le port PWM reste plus longtemps à l'état haut qu'à l'état bas, le condensateur aura plus de temps pour se charger que pour se décharger. La valeur moyenne sera élevée. Il faut donc une constante de temps RC suffisamment petite pour que la moyenne soit atteinte entre deux changements de la valeur du port et suffisamment grande pour que le signal analogique ne suive pas le signal numérique. Le choix de R et C est détaillé dans le rapport. Sur cette vidéo, nous observons le signal analogique à la sortie du circuit RC. Nous reconnaissons l'allure du signal récupéré grâce à l'accéléromètre du smartphone. Ce signal n'est pas centré. Il contient une composante continue que nous devons éliminer car elle provoquerait une dérive de la courbe au cours du temps
après intégration. Nous utilisons un filtre passe-haut de très faible fréquence de coupure car le signal contient des fréquences faibles, comme nous le voyons sur son spectre. Sur cette vidéo, nous constatons que la composante continue a disparu en sortie de filtre. Un circuit intégrateur est un circuit électronique composé à partir de résistances, de condensateurs et d'amplificateurs opérationnels. Sous certaines conditions, le signal de sortie est proportionnel à la primitive du signal d'entrée. Le choix des composants est décrit dans le rapport. Nous plaçons tout d'abord un circuit suiveur avant le premier intégrateur, afin que le filtre ne le perturbe pas. Le signal est identique après le suiveur. Le signal après le premier intégrateur représente la vitesse en fonction du temps. Nous constatons cependant la présence d'une composante continue que nous allons filtrer comme précédemment grâce à un filtre passe-haut. Puis, nous renouvelons les opérations de suivi et d'intégration. Nous obtenons un signal censé reproduire l'allure de la variation de la position du thorax en fonction du temps. Nous connectons notre haut-parleur à la sortie de notre circuit en intercalant un potentiomètre pour pouvoir faire varier l'amplitude du mouvement du simulateur. Notre dispositif est prêt à être testé par nos différents détecteurs. Dans cette partie, nous allons réaliser un détecteur de battement à distance en utilisant le phénomène d'interférence. En classe de terminale, nous avons vu que deux ondes pouvaient interférer entre elles. En faisant des recherches sur Internet, nous avons découvert un dispositif inventé par un physicien du nom de Michelson qui pouvait peut-être convenir pour détecter des battements cardiaques. Son principe est le suivant. Une onde plane, lumineuse, monochromatique, est émise par une source. Cette onde traverse une lame séparatrice qui divise son amplitude en deux parties égales. Les deux parties effectuent chacune un aller-retour entre la séparatrice et un miroir avant de se rencontrer à nouveau pour interférer. Leurs amplitudes vont pouvoir s'additionner. Si la différence de parcours est multiple de la longueur d'onde, les ondes sont en phase et l'amplitude obtenue est maximale. On dit que les interférences sont constructives. Si la différence de parcours est multiple, impaire, d'une demi-longueur d'onde, les ondes sont en opposition de phase et l'amplitude obtenue est nulle. On dit que les interférences sont destructives. Nous avons décidé de réaliser notre propre interféromètre de Michelson. Le nôtre ne sera pas lumineux mais ultrasonore. Sur cette photo, nous pouvons distinguer la source, la séparatrice, les deux miroirs dont l'un est fixe et l'autre est remplacé par le simulateur de battement cardiaque. Enfin, nous plaçons un détecteur ultrasonore dans la zone d'interférence. Pour obtenir une onde plane, nous alimentons notre émetteur avec un GBF de tension sinusoïdale de fréquence 40 MHz. Un tel émetteur va émettre une onde sphérique. Pour obtenir une onde plane, nous pourrions utiliser les propriétés d'un miroir parabolique et placer la source en son foyer. Mais nous ne disposons pas d'une telle surface. Nous plaçons donc notre émetteur au foyer d'une surface sphérique métallique, récupérée dans les placards du laboratoire. L'onde émise sera plane, à condition de ne pas trop s'éloigner de l'axe du miroir. Nous procédons de même pour le récepteur, qui lui, va capter une onde plane. Cette onde sera focalisée sur le récepteur. Pour réaliser notre séparatrice, nous avons testé différents matériaux en transmission et en réflexion. Premièrement, nous plaçons un récepteur en face d'un émetteur d'ondes ultrasonores relié à une carte d'acquisition, et nous réglons l'amplitude du signal reçu à 1 volt. Ensuite, nous plaçons la séparatrice entre l'émetteur et le récepteur, puis nous constatons que l'amplitude a diminué. Elle vaut maintenant 0,6 volts, ce qui équivaut à 60% de transmission. Nous plaçons ensuite l'émetteur en face de la séparatrice, puis nous constatons que l'amplitude a changé. Elle vaut maintenant 0,38 volts, ce qui équivaut à 38% de réflexion. Après avoir testé différents matériaux, nous avons sélectionné celui qui se rapproche le plus de la séparatrice adéquate. Nous alimentons notre émetteur. Nous relions le récepteur à une carte d'acquisition, puis nous pouvons observer un signal sinusoïdal de fréquence 40 MHz. Son amplitude varie lorsqu'on déplace le simulateur. L'amplitude est minimale
lorsque les interférences sont destructives. Elle devient maximale lorsque les interférences sont constructives. Nous voyons sur cette courbe, qui représente l'amplitude du signal reçu dans la zone d'interférence en fonction du déplacement du simulateur, que le point de fonctionnement de notre dispositif se situe dans une zone intermédiaire entre amplitude minimale et amplitude maximale. C'est-à-dire que nous devons nous placer dans une zone intermédiaire entre interférences constructives et destructives. C'est à cette condition que la variation d'amplitude de notre détecteur sera la plus grande pour un déplacement de la membrane de notre simulateur. Nous positionnons le simulateur au point de fonctionnement de l'interféromètre, c'est-à-dire entre un maximum et un minimum d'amplitude. Nous alimentons le simulateur avec un signal carré. Nous pouvons observer maintenant l'amplitude varie au cours du temps. Je vais maintenant vous expliquer le principe de la détection de cette variation d'amplitude. Afin de détecter les variations d'amplitude du signal reçu lorsque le simulateur se déplace, nous allons utiliser un circuit électronique appelé détecteur de crête. Ce dispositif ne fonctionne pas aux faibles amplitudes, telles que celles obtenues lors de nos mesures. Nous décidons d'amplifier le signal grâce à un circuit électronique faisant intervenir un amplificateur opérationnel. Nous plaçons donc un suiveur entre l'amplificateur et le détecteur de crête afin que le circuit amplificateur ne perturbe pas notre détecteur de crête. Le principe du détecteur de crête est décrit dans notre rapport. Voyons plutôt les résultats obtenus. L'amplitude du signal avant amplification est de 30 mV. L'amplitude du signal après amplification est d'environ 1 volt. Le signal après le suiveur est identique au précédent. À la sortie du détecteur d'amplitude, nous observons un signal continu dont l'amplitude correspond à peu près à celle du signal précédent. Afin d'illustrer la détection de battements cardiaques, nous alimentons le simulateur à l'aide d'un signal créneau, et nous effectuons une acquisition sur plusieurs secondes. Nous observons un signal correspondant au mouvement du simulateur. Nous pouvons illustrer la différenciation de signaux en alimentant le simulateur avec un signal triangulaire, puis un signal sinusoïdal. Nous constatons que la détection est toujours possible à travers un tissu, ce qui montre l'éventualité d'une détection à travers les vêtements. Intéressons-nous maintenant à la sensibilité du dispositif. En effet, lorsque nous diminuons l'amplitude des battements, il est de plus en plus difficile de les distinguer. Nous éteignons le simulateur et nous constatons la présence de bruit. Nous mesurons l'épaisseur du signal. Nous mesurons une épaisseur de quelques dizaines de millivolts, ce qui correspond à un déplacement de quelques centaines de micromètres. Nous en déduisons que notre détecteur peut a priori différencier les battements cardiaques d'amplitude supérieure à quelques centaines de micromètres. Dans le but d'améliorer la sensibilité de la détection, nous avons souhaité expérimenter un deuxième simulateur. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à une détection à distance basée sur la variation de phase entre deux signaux ultrasonores. Le principe de notre détecteur est le suivant. Nous plaçons un émetteur et un récepteur d'ultrasons en face du simulateur de battement cardiaque. L'onde émise par l'émetteur va se réfléchir sur la surface du simulateur, puis sera captée par le récepteur. L'onde de référence émise sera déphasée par rapport à celle reçue par le récepteur à cause du temps mis par l'onde pour aller de l'émetteur au récepteur. Lorsque le simulateur entre en mouvement, la distance parcourue par l'onde entre le récepteur et l'émetteur varie et le déphasage aussi. Cette variation de déphasage contient donc l'information qui nous intéresse, c'est-à-dire le déplacement de la membrane du simulateur. Vous pouvez voir la courbe représentant le signal émis et la courbe représentant le signal reçu qui sont déphasées. Nous déplaçons le simulateur et nous constatons que pour une certaine position de celui-ci, les courbes sont en phase. Dans cette situation, le trajet parcouru par les ultrasons entre l'émetteur et le récepteur est multiple de la longueur d'onde. En déplaçant de nouveau le simulateur, les ondes se déphasent à nouveau jusqu'à se retrouver en opposition de phase. Dans cette situation, le trajet parcouru par les ultrasons entre l'émetteur et le récepteur a été modifié de la moitié d'une longueur d'onde.
Nous avons donc déplacé notre simulateur du quart d'une longueur d'onde. En déplaçant à nouveau notre simulateur, les ondes se retrouvent en phase. La distance de déplacement du simulateur entre deux déphasages nuls correspond à une demi-longueur d'onde. Nous avons tracé la courbe du déphasage, décalage temporel fois 2π fois f, en fonction du déplacement du simulateur, en partant d'une position prise pour origine lorsque les courbes sont en phase. On remarque sans surprise que pour un déplacement d'une demi-longueur d'onde, 4,4 mm, les deux courbes se retrouvent en phase. Le déphasage a varié de 2π égale 6,28 radians. En effet, le trajet a alors augmenté d'une longueur d'onde, ce qui correspond à la distance parcourue pendant une période temporelle. En mathématiques, nous avons vu que lorsque nous multiplions deux cosinus, on obtient une somme de cosinus un peu particulière. Nous utilisons cette propriété pour multiplier nos deux signaux émis et reçus. Nous obtenons deux termes, un signal de fréquence égale au double de l'onde émise et un terme constant contenant le déphasage entre les deux ondes. Nous pouvons voir le signal à la sortie du multiplieur. Nous constatons la présence d'une composante continue car le signal n'est pas symétrique par rapport à l'axe des temps. L'amplitude de cette composante continue change lorsque l'on déplace le simulateur. Nous mesurons la période de la composante alternative grâce au pointeur. T égale 12,5 microsecondes. Nous en déduisons que sa fréquence est bien le double de celle des ultrasons, c'est-à-dire 80 kHz. Ce filtre permet de supprimer les hautes fréquences. Nous avons choisi une fréquence de coupure de 16 Hz qui permet d'éliminer le signal de haute fréquence pour ne garder que la composante continue contenant le déphasage entre les deux ondes. Nous pouvons voir la composante continue à la sortie du filtre passe-bas qui correspond à l'axe de symétrie du signal précédent. L'amplitude de cette composante continue change lorsque l'on déplace le simulateur. Nous allons mesurer cette amplitude en fonction du déplacement afin de construire la courbe de fonctionnement de notre détecteur. Nous voyons sur cette courbe qui représente l'amplitude de la composante continue après le filtre en fonction du déplacement du simulateur que le point de fonctionnement de notre dispositif se situe lorsque les deux ondes sont en quadrature de phase. C'est-à-dire que nous devons nous placer avec un déphasage intermédiaire entre l'opposition de phase et le déphasage nul. C'est à cette condition que la variation d'amplitude de notre détecteur sera la plus grande pour un déplacement de la membrane de notre simulateur. Afin d'illustrer la détection de battements cardiaques, nous alimentons le simulateur à l'aide d'un signal créneau et nous effectuons une acquisition sur plusieurs secondes. Nous observons un signal correspondant au mouvement du simulateur. Nous pouvons illustrer la différenciation de signaux en alimentant le simulateur avec un signal triangulaire puis un signal sinusoïdal. Nous constatons que la détection est toujours possible à travers un tissu, ce qui montre l'éventualité d'une détection à travers les vêtements. Intéressons-nous maintenant à la sensibilité du dispositif. En effet, lorsque nous diminuons l'amplitude des battements, il est de plus en plus difficile de les distinguer. Nous éteignons le simulateur et nous constatons la présence de bruit. Nous mesurons l'épaisseur du signal. Nous mesurons une épaisseur de quelques millivolts, ce qui correspond à un déplacement de quelques dizaines de micromètres. Nous en déduisons que notre détecteur peut a priori différencier les battements cardiaques d'amplitude supérieure à une dizaine de micromètres. Ce projet nous a appris à travailler en équipe et à nous confronter à une véritable démarche scientifique avec son lot de joie et de déception. Nous sommes fiers du travail réalisé et les nombreuses heures passées au laboratoire n'ont pas été vaines, puisque nous avons pu réaliser un simulateur ainsi que 2 détecteurs qui fonctionnent. Bien entendu, le projet est loin d'être terminé, et les perspectives sont nombreuses, comme l'adaptation de nos détecteurs à une mesure sur un individu avec prise en compte de perturbations comme sa respiration et ses mouvements éventuels. Nous envisageons ensuite la miniaturisation de nos détecteurs pour les rendre plus simples d'utilisation. Nous espérons pouvoir vous présenter toutes ces évolutions très prochainement.